Jérémy, on entend tellement de choses sur la médiumnité. Il y a des discours qui se contredisent, des discours qui partent dans tous les sens. En fait, pour toi, qui as expérimenté, c'est quoi pour toi la médiumnité? J'ai envie de dire que c'est presque tout l'inverse de ce qu'on entend la plupart du temps. En tout cas, évidemment, de mon point de vue et de mon expérience. À force, le meilleur des synonymes que je pourrais donner à ce terme, qui malheureusement est très chargé historiquement de nos peurs, etc. En fait, le synonyme le plus simple que j'ai trouvé, c'est respirer. En fait, c'est simple comme respirer. Enfin, simple. On se rend compte tous les jours qu'on a du mal à respirer, qu'on a besoin d'apprendre à respirer, qu'on est parfois étouffé par les choses, par les événements, par nos émotions. La médiumnité, c'est la même chose. Pour moi, je suis vraiment dans une démarche d'expliquer aux gens à quel point la médiumnité n'est pas une fin en soi, par exemple. C'est pas je vais apprendre à devenir médium ou je vais découvrir ma médiumnité. C'est si je passe par cet espace qu'on peut appeler médiumnité, qu'est-ce que je découvre? Comment je me découvre, comment je me réinvente aussi, comment je me détache de plein de choses. Qu'est-ce que ça fait de passer? C'est un peu comme, tu sais, quand les enfants ils disent allez, viens, on joue aux pirates et aux Indiens. Et si on était des pirates et si on était des Indiens? La médiumnité, pour moi, c'est ça. C'est et si on disait qu'on était médium? Et si on y croyait? Parce qu'il y a l'idée d'adhérer quand même à un certain nombre de principes, même si souvent ils sont un peu mal expliqués ou mal compris. Donc c'est vraiment une expérience de conscience en fait. Ça n'a rien, pour moi, dans ma pratique au quotidien, d'ésotérique. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, jamais, moi, je me dis médium. Je pratique la médiumnité, mais comme je pratiquerais la sophrologie ou comme je pratiquerais oui, la pêche, la couture, quand je couds, quand je crée, comment je me découvre, comment je m'invente moi-même dans la création. Pour moi, l'espace de la médiumnité, c'est la même chose. C'est un espace de découverte de soi-même, de création. Alors évidemment, ça fait peur, parce que ça tutoie l'invisible. Quand je crée un vêtement par la couture, je ne travaille pas avec l'univers, avec plus grand que moi. Au contraire, je travaille avec le plus petit que moi. Et donc médiumnité, ça fait peur souvent parce que c'est plus grand que soi. C'est invisible, c'est inconnu, et c'est dramatique. J'ai peu de gens qui me disent ah super, j'ai trop envie aujourd'hui de découvrir ma médiumnité, j'ai aucune peur et je suis prêt à 100%, voire à 200%. Donc, c'est d'abord un très grand travail, comme un miroir en fait. C'est comme si je te mettais un miroir et je te disais, bah voilà, ce mot-là, qu'est-ce qui réveille en toi? La plupart du temps, c'est notre rapport à l'infini, à l'invisible, au négatif, rarement au positif, quoique derrière un peu peut-être. Ok. Tu parles justement, tu l'associes à la respiration. C'est comme respirer, ça veut dire que c'est en chacun de nous? Est-ce que tout le monde est capable? Tout le monde est capable d'apprendre à respirer. Oui. Tout le monde respire dès qu'il sort du ventre de sa mère. Après, la médiumnité, c'est pourquoi faire? La médiumnité, comme la spiritualité, si c'est pour fuir le réel, c'est un danger. La médiumnité, la spiritualité, le travail des énergies, le travail avec l'invisible, justement. Si c'est pour fuir le visible, si c'est pour s'extraire de la réalité, si c'est pour se couper de son corps, c'est très dangereux. Si c'est au contraire pour aller essayer de venir à l'intérieur, pour essayer de comprendre ce qui se passe, qu'on ne comprend pas avant de comprendre l'infini et l'univers, c'est peut-être bien déjà d'essayer de comprendre profondément ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos émotions, nos rêves, nos désirs, qui on est par rapport à comment on a été éduqué, etc. C'est d'abord venir faire un travail introspectif. Ce n'est pas fuir, c'est au contraire venir se retrouver, c'est venir se réconcilier même, je dirais, avec la Terre, avec les règles de cette organisation humaine, avec les autres. C'est pas aller tutoyer je ne sais quel guide ou archange ou que sais-je. C'est étonnant, on va toujours chercher très 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 loin, des choses très 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 inconnues qu'on ne maîtrise pour le coup du coup peut-être pas du tout, voire complètement pas. On se remet complètement dans les mains de l'autre. De l'autre et éventuellement de très très loin. Des archanges. C'est-à-dire qu'on va pas juste chercher des anges, on va chercher des archanges. On va pas juste chercher une âme potentiellement qui passe dans le coin, non, on va chercher un ange, un archange
ou Dieu, on s'en est remis carrément à Dieu parce que c'est le plus grand, forcément le plus fort et le plus paternaliste. Dans le terme Dieu, il y a ce côté, on va chercher le plus loin, le plus fort, le plus infini. Ça témoigne des choses en fait extrêmement métaphysiques et philosophiques en fait. La médiumnité, c'est aussi une sorte de philosophie. Moi, je prends le pari d'oser parler de ce sujet-là, de la médiumnité, en me disant, c'est pas la médiumnité en soi qui est intéressante, c'est ce qu'elle permet. C'est pas en soi, je réussis ou je réussis pas à communiquer avec Marilyn Monroe ou Michael Jackson au choix. Est-ce que quelque part j'arrive à faire le chemin pour m'autoriser à éventuellement parler avec Michael Jackson, ou quel est l'archétype de la Marilyn Monroe qui vit en moi que je dois accueillir. C'est pas forcément quelque chose d'extérieur, ça peut être quelque chose d'intérieur. L'archétype de Marilyn Monroe, cette femme séductrice, un peu nunuche dans certains films, etc. Comment je l'accueille, comment je la vis? Est-ce que je l'accueille en tant qu'homme, souvent plus en tant que femme, etc. Donc, si je la laisse parler, moi je suis pas là pour dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Je suis pas là pour dire aux gens, vous parlez vraiment avec Marilyn Monroe. Par contre, je suis là pour dire, quand vous laissez Marilyn Monroe s'exprimer, qu'est-ce qui se passe? Le problème du cerveau, c'est qu'il ne fait pas la différence entre le vrai et le faux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Si je vous dis d'imaginer un éléphant rose là, même pire, si je vous interdis d'imaginer un éléphant rose, le cerveau ne fait pas la différence entre la négation, l'interdiction et la permission. Donc il imagine. Ensuite, l'éléphant rose, vous allez me dire, bah oui, je l'ai dans la tête là, je l'imagine. Je vais dire, oui, mais il est faux. Vous allez me dire, oui, il est faux, mais il existe quand même. Donc, oui, il est faux, mais il existe. Il existe dans votre tête. Il peut vous obséder toute la journée. Et il peut même vous obséder la nuit. Et après, il peut devenir quelque chose qui existe. Donc, il existe. Le problème, c'est, moi, je ne suis pas là pour dire la médiumnité, ça c'est vrai, ça c'est faux. Malheureusement, dans les stages, dans les formations, les gens viennent souvent pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ce que je ressens. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est ni vrai ni faux, c'est ce que tu ressens en fait. Est-ce que c'est basé, sur quoi c'est basé, comment c'est construit? Ça, je peux t'aider. Mais te dire si c'est vrai ou si c'est faux, si c'est là, c'est là. Comme cet éléphant rose, comme cette peur de mourir. Est-ce qu'elle est légitime ou est-ce qu'elle est inutile? Un peu des deux. Je peux pas non plus. Donc c'est faire un travail de recul, de perspective, de prise de conscience, etc. Après, il y a une partie magique on tombe pile sur des choses, on tombe dans l'exercice qu'on fait, il y a des gens qui se révèlent être extrêmement empathes, par exemple. La médiumnité, ça peut être aussi une hyper-empathie, une hypersensibilité ou une hyper-conscience, on pourrait dire. Donc ça, c'est beau de se rendre compte que oui, je peux être hyper pertinent et m'approcher du vrai. Le problème, moi, quand on parle de médiumnité ou de spiritualité, c'est ceux qui disent, c'est comme ça, il faut faire telle prière à telle personne et tu vas avoir demain un chèque qui arrive chez toi. Alors franchement, si ça fonctionnait, un, tout le monde serait au courant, et deux, tout le monde ferait des chèques tous les jours, des prières, et recevrait des chèques tous les jours. Donc c'est vraiment aller chercher ce que j'appelle moi l'ingénierie intérieure, notre technologie intérieure. C'est fondamentalement un outil de développement, pas de développement personnel, mais de connaissance personnelle de soi. Reprendre la responsabilité en fait d'aller regarder en soi et de ne pas chercher la validation extérieure ou de dire oui c'est vrai ou oui ou non c'est faux, mais de redonner en fait entre les mains de la personne ta capacité introspective à aller voir à l'intérieur de toi, est-ce que pour toi c'est vrai, est-ce que pour toi c'est faux. Ouais. En fait, ce qui est génial quand on pratique la médiumnité, et je dis pas ça pour moi de façon égotique, genre je suis intelligent, mais tout le monde, on découvre à quel point on a une intelligence qui nous dépasse, qu'on méconnaît et qu'on ne peut pas qualifier. On a notre intelligence, on va dire, cognitive quotidienne, on a souvent de l'intelligence émotionnelle, on a de la culture, mais en fait on a une intelligence qui nous dépasse, qui est une intelligence corporelle aussi, qu'on oublie parfois, mais pour moi la médiumnité ça passe par le corps, en tout cas la mienne, celle que je transmets. Pour s'approcher du vrai ou du faux, en tout cas de la validation de certaines informations, il faut passer par le corps. Il faut passer par le corps. Encore une fois, si c'est pour fuir le corps, la médiumnité, c'est un mauvais chemin. C'est un chemin de fuite et on
on va forcément plus vers le faux que vers le vrai, si on oublie ce corps. On s'éloigne de soi. On découvre une intelligence qui nous dépasse. Il m'est arrivé d'avoir une espèce de fulgurance, hein, on peut appeler ça des messages ou de la communication avec le subtil, mais ça peut être une fulgurance, et la personne me dit « Oh, waouh, c'est fou !» Et en fait, c'est parce que c'est pas tant la véracité de ce que j'apporte qui est intéressante, c'est qu'est-ce que ça lui fait à elle. Comment elle le reçoit et comment ce cadeau, éventuellement, comment elle le déballe et comment elle l'intègre dans sa vie. Moi, si je fais un cadeau, je suis content, je suis super fier, j'ai pu faire un cadeau. Sauf que si la personne, elle ne le déballe pas, et qu'elle sait que dedans, il y a un truc qui sert à rien, bah, fin de l'histoire, en fait. Donc, c'est ça ma vision de la médiumnité, par extension de la spiritualité. C'est une pratique, en fait. Dans le mot pratique, il y a l'idée de quelque chose de pratique. Il y a dans le quotidien. C'est une pratique quotidienne. Pas une pratique au sens comme la méditation, il faut beaucoup méditer pour méditer bien. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qui doit être pratique. Justement, dans le pratique du quotidien, comment est-ce qu'on peut utiliser sa médiumnité une fois qu'on l'a éveillée? À quoi ça nous sert quotidiennement? Ça nous sert à d'abord faire de la clarté. On a en général une galerie, un spectre de possibilités quand on a besoin ou envie de quelque chose. Tout de suite, on va imaginer plein de possibilités. Le cerveau, il sert à imaginer toutes les possibilités. Bon, il faut faire le tri, il y a surtout celles qui n'arriveront jamais. Hein, les peurs, tout de suite le négatif, une des parties du cerveau. Une des fonctions du cerveau, c'est d'imaginer d'abord le pire et le négatif. Il faut savoir mettre ça de côté pour... Ok. Et derrière, accueillir la galerie, tous les possibles. Donc c'est d'abord accueillir tous ces possibles. Mais quand il y en a trop, il faut faire le tri. Oui, mais parmi tous ces possibles, quel est celui qui me... Comme dans une galerie ou dans un magasin de bonbons, il y aurait trop de bonbons, en fait. Si je les mange tous, je vais avoir des problèmes. Si j'en choisis un, il faut que je focalise sur celui-là. C'est peut-être celui-là qui va me faire le plus de plaisir. Et du coup, ça permet déjà de faire la clarté. Donc pour tout, on a besoin de clarté, en fait. Tout le temps, on a besoin de clarté. Donc c'est clarifier, clarifier, clarifier. Ensuite, la paix. Ça peut nous apporter quand on a mis de la clarté, on peut être dans la paix, mais ça peut être aussi, ok, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce rêve, je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée obsédante, ou cette chanson qui tourne dans ma tête, et ben, je vais me poser, et avec mes exercices, mes outils, ce que moi je transmets aux gens, je vais faire de la clarté, et essayer de comprendre, parce que le langage de l'inconscient, il est compliqué. En rêve, on a tous des rêves complexes. Et en fait, ils sont tous porteurs de quelque chose. Je ne vais pas faire d'analyse freudienne là tout de suite, mais ils sont aussi porteurs de messages. Et puis, parfois, de nos expériences aussi. On a vécu des expériences, on ne comprend pas pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je retourne toujours sur ce même genre de personne, pourquoi... voilà, et puis, donc de la clarté dans nos répétitions. Et puis, la clarté et de l'apaisement par rapport à ceux qui sont partis aussi. Parce que quand on a perdu une personne, voire beaucoup de personnes, ça peut nous peser longtemps. Et donc, est-ce qu'ils vont bien? Si on savait qu'ils sont tous en paix eux-mêmes, nous-mêmes, forcément, on est en paix. S'ils ont en plus des choses à nous dire qui sont hyper agréables, positives et motivantes, ça vient encore plus nous remettre finalement dans le mouvement de la vie. Donc pour moi, la médiumnité, c'est vraiment la pulsion de vie. C'est écouter, c'est accueillir, c'est se réconcilier. Et oui, c'est passer par l'invisible, mais pas pour aller dans des choses ésotériques. Pas pour imaginer que, oulala, j'ai vécu ça, ou j'ai ressenti telle présence, donc c'est forcément négatif. J'ai ressenti quelque chose, c'est forcément négatif. Non, ça c'est le cerveau qui vous trompe. Donc c'est aussi, mes stages de médiumnité, c'est aussi des neurosciences. C'est un peu ambitieux de le dire comme ça, mais c'est vraiment comprendre comment on fonctionne et comment fonctionne le cerveau. Et se servir de sa médiumnité pour servir le quotidien, plutôt que d'aller expliquer un passé ou imaginer un futur qui n'existe pas encore. Surtout pour ne pas imaginer le pire, en fait. Ouais.
C'est une médiumnité du mieux et pas une médiumnité du pire. C'est une médiumnité du présent et pas une médiumnité de l'ailleurs. Même si on passe par l'ailleurs. Mais pour... ok, ici et maintenant, on rentre comme un miroir en fait. C'est comme un miroir. C'est pas un pouvoir magique. C'est un miroir. Alors ça va décevoir plein de personnes. Mais c'est aussi, je rajouterais, apprendre à avoir un peu de jugeote. Avoir un peu de capacité de discernement. On va amplifier ça. Parce qu'on entend vraiment beaucoup de bêtises, vraiment beaucoup de conneries. Soit des choses qui ont été dites depuis des milliers d'années par les religions et qui se transforment aujourd'hui et que les gens y répètent. Il faut faire ça. Hein. Je ne sais pas ce terme, mais c'est un peu le téléphone arabe. En plus, ça se transforme, ça se déforme, ça se modifie. Un jour, on va nous dire qu'il faut, pour éloigner le démon, il faut se mettre des petits nuggets en boucle d'oreille parfumés au paprika. Il suffit qu'une personne le dise, 2 personnes, 10 personnes, bah forcément ça devient une vérité. S'il y en a 10 qui l'ont dit, c'est que ça doit être un petit peu vrai. Et donc on verra des gens se balader avec des nuggets au paprika en boucle d'oreille. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est le cas de plein de pratiques. Bon. Donc peut-être aussi apprendre un peu de discernement. Est-ce que ça me parle vraiment? Beaucoup de gens qui me disent oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ok, tu fais ça, t'as fait ça, on t'a dit que, on t'a dit que, on t'a dit que. La pire phrase que j'entends, moi, c'est une énergéticienne m'a dit. On m'a dit que j'étais pollué par je sais pas quoi. Ok. Alors si déjà l'énergéticienne, elle t'a dit que ça, et elle t'a pas dit le reste, et elle t'a pas fait le soin en conséquence, c'est pas une énergéticienne, c'est une vendeuse de peur. Je suis désolé, hein, mais si vous avez quelqu'un qui vous dit quelque chose et qui crée de la peur chez vous, ou un grand point d'interrogation, ben c'est que le travail n'a pas été terminé. Il a été mal fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas amené à la conscience des choses, si ça vous a laissé... Est-ce qu'on dirait à quelqu'un dans la rue quelque chose comme ça et on le laisse, puis démerdez-vous quoi. Donc c'est aussi essayer de faire le tri entre les gens qui veulent vraiment vous aider et les gens qui entretiennent avec vous peut-être un triangle dramatique qui vous garde dans un système pas d'emprise, c'est un peu fort, mais en tout cas tu sais, avant la messe, on l'a donnée en latin pour que les gens ne comprennent pas. Déjà que la Bible, on ne comprenait pas dans tout. En plus, en latin, pour qu'on comprenne encore moins. Donc, il y avait les sachants et ceux qui ne savaient pas. Dans la Bible c'est une parole philosophique. C'est pas une vérité historique. C'est pas un mec qui était là, qui suivait les gens et qui écrivait tout ce qui se passait. C'était pas les réseaux sociaux. Donc, il faut prendre ça comme une fable historique et philosophique. Donc, comme la Bible, comme la messe en latin. Il y a encore aujourd'hui des gens qui vous transmettent des techniques qui sont pour moi comme des messes en latin. On ne vous dit pas comment, pourquoi, comment ça fonctionne. Et puis surtout, on est dans ce qu'on appelle la pensée magique. La pensée magique, c'est faites ça et c'est bon. Donc en plus, c'est pas juste porter des nuggets au paprika mais c'est frottez-vous avec les nuggets au paprika, trempez-les dans un bain à la lune, dans un bain de fleurs de bac avec des pierres de machin, et puis vous attirez plus, et puis vous n'aurez plus le mauvais œil. Oui, mais est-ce qu'on sait ce que c'est le mauvais œil en fait? Est-ce que c'est juste une peur? On dit le mauvais œil, je veux pas avoir attiré le mauvais œil. Oui, mais tu sais ce que c'est le mauvais œil ou pas? C'est quoi le mauvais œil? Le mauvais œil, c'est le regard des autres qui crée sur nous, on va dire une modification, qui va modifier notre comportement. On pense tellement en amont au regard des autres, on a tellement été éduqué par ou pour le regard des autres, qu'on est juste le produit de cette attente-là, de soit convenir au regard des autres, et en fait on a peur de l'attirer alors qu'on l'attire en permanence, parce qu'on essaie d'y convenir. Donc si on essaie de convenir, c'est qu'on essaie de plaire au regard des autres. Alors qu'en fait, ça nous éloigne de nous. En psychanalyse, on pourrait appeler ça le surmoi, par exemple. Le mauvais œil, ça peut être c'est comme le surmoi. Tu vois, je fais des ponts. Le problème des techniques, c'est qu'elles sont très complémentaires et qu'elles ne se parlent pas. Par exemple, la médiumnité, la psychanalyse. Alors Jung, il a essayé un peu de faire le pont, mais
On l'a tout de suite catégorisé d'ésotérique, de surnaturel, etc. En fait, il y a des ponts à faire aujourd'hui entre la médiumnité et neurosciences. Ça passe un peu quand on parle de trance, quand on parle de chaman, Corinne Sambrin par exemple, qui a fait des études scientifiques hein, dans des laboratoires de recherche. Mais quand on parle de choses, quand on met un autre mot, bizarrement, ça me... Non. Les gens disent oui, oui, mais vous n'avez jamais réussi à prouver que machin était bien dans la lumière. Mais je ne cherche pas à prouver, moi, je ne suis pas scientifique. Moi, je suis en train de dire que je suis un chercheur, plutôt qu'un scientifique, plutôt qu'un trouveur. Tous les chercheurs n'ont pas prouvé. Est-ce que dans tout ce qu'on dit, il y a des choses fausses? Oui. Est-ce que dans des choses que je dis moi, que je transmets en formation, il y a des choses qui peuvent être fausses? Évidemment. Mais dans 10 ans, je ne serai pas la même personne qu'il y a 10 ans. Donc je n'ai pas une science infuse, infinie et définitive. C'est aussi avoir cette humilité, quoi, la médiumnité, par rapport à plein de gens qui diraient c'est ça, c'est comme ça, faites ça, et c'est bon, hop, vous n'avez plus. Ou les gens qui passent à côté de toi, ils disent ouh là là, il faut nettoyer vos énergies. Mais qui êtes-vous en fait? Qui êtes-vous pour vous permettre de me dire que je suis dégueulasse? En gros, vous me dites je suis sale, on se connaît pas, hein. Vous me dites que je suis sale, vous ne savez pas ce que je viens de vivre juste avant, vous ne savez pas. Est-ce qu'on croiserait quelqu'un dans la rue en disant oh, vous êtes vraiment dégueulasse, monsieur, madame? Et pourquoi on se permet quand tout de suite c'est l'invisible? Et je suis sûr que ça va parler à plein de gens, ça. Ah là là, il faudrait vraiment faire un travail pour machin. Oui, alors. Pourquoi le dire de façon. Pourquoi vouloir nettoyer ou purifier cette. Ça, c'est un autre truc qui m'énerve. Cette volonté de purifier. C'est la lessive de Coluche qui disait. C'était quoi la lessive? En tout cas, c'est la lessive qui lavait plus blanc que blanc. Il faisait un sketch en expliquant bah maintenant les gens dans le marketing, ils essaient de nous vendre des trucs qui lavent plus blanc que blanc. Parce que blanc, c'était pas suffisant. Il faut laver plus blanc que blanc. C'est une quête de la pureté. Comme si déjà c'était possible. Comme si, alors qu'on sait maintenant dans notre corps il y a des microbes qui sont des bons microbes. C'est une course à la performance aussi. C'est une course à celui qui sera plus blanc que blanc, qui sera le meilleur, qui aura tout compris avant les autres. Donc c'est une quête un peu égotique quand même. Et est-ce que mon ombre ou mes ombres ou mes tabous, mes secrets, ceux avec quoi j'ai du mal, est-ce que c'est pas plutôt ça que je dois accepter plutôt que de tout libérer, purifier, carchériser, j'allais dire? Est-ce qu'il ne faut pas juste que j'embrasse pour commencer tout ça? Que je le chérisse, déjà je le regarde. Mais pourquoi chercher à être pur? Qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement dans notre société, cette quête de la pureté? Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, à déconstruire. Hein, la pureté de la femme, pourquoi depuis des siècles les femmes ont été vues comme impures. Okay. Et tiens, dans ce milieu, on va chercher à être dans la pureté. On va chercher à se reconstruire presque une pureté. Ok, donc il y a peut-être un lien avec le patriarcat, avec la misogynie. La pureté, ça n'a pas toujours été une valeur positive. Hein. Quand les gens cherchaient la pureté de la race, c'était contre la mixité, c'était contre la différence et les divergences. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, moi c'est mon choix en tout cas, se plonger dans cette différence, se plonger dans cette diversité? Pourquoi chercher une pureté? Une pureté quoi? Morale, esthétique, une pureté... Alors, encore un truc qui m'énerve. La diversité, ouais. Une pureté énergétique. Tous, comme si c'était un mot un peu valise. Dès qu'on ne sait pas quoi dire, on met le mot énergétique maintenant. On ne veut pas parler de morale, on ne veut pas parler de politique, on ne veut pas parler de société, on ne veut pas parler de psychanalyse, on ne veut pas parler parfois même on ne veut pas parler de corps. Et donc on va faire quoi? On va dire bah, c'est énergétique.
faire un soin énergétique. Sauf que le soin énergétique, on l'appelle soin énergétique, mais il passe par le corps. Il passe par nos traumas psychologiques. Il passe par une déconstruction. Si on veut vraiment se libérer énergétiquement, il faut aussi se libérer du patriarcat, du capitalisme sauvage, de la discrimination, par exemple misogyne et raciste, homophobe, etc. Donc c'est déconstruire. Ça sert à rien de tout planquer sous le tapis de énergétique. Bien sûr que je pratique l'énergétique, mais moi quand on vient dans une de mes formations énergétiques, on ne parle pas que d'agir sur l'invisible. En tout cas, l'invisible n'est pas que invisible. L'invisible est manifesté dans notre corps, dans nos mots, dans nos façons de nous mouvoir, de faire des relations, des liens, etc. Quand les gens comprennent que ah, c'est dommage, je voulais juste moi faire un peu jouer au petit sorcier et faire des incantations et voilà, souffler sur une mettre de l'encens et être transporté comme si je n'avais absolument aucun pouvoir et qu'une limite à transporter, voire même pour m'oublier. Si vous allez dans ces milieux-là, dans la spiritualité pour vous oublier, ça recrée toute une possibilité de dépendance, de domination, etc. Parce que si vous cherchez à vous oublier, il y en a qui vont en profiter. Si vous dites Amen à tout, bah vous redites Amen et vous rentrez dans un système de religion, de domination, de cadre, de normes. Peut-être vous en avez besoin, hein. Attention, je ne dis pas que c'est inutile. Je dis qu'il y a d'autres chemins. Bien sûr que d'être dans un cadre, dans une structure, qu'on nous donne presque du prêt à penser et du prêt à appliquer, c'est rassurant. C'est d'autant plus rassurant que comme c'est en lien avec l'invisible, bah, si on n'a pas de protocole avec l'invisible, bah, on a l'impression de sauter les deux pieds joints dans les flammes de l'enfer, quoi, potentiellement. Alors que vraiment, c'est juste, c'est pas les flammes de l'enfer, hein, c'est juste une chaleur mexicaine, c'est pas forcément l'enfer. Une chaleur, tropicale, mais c'est pas une chaleur infernale. Quelles sont tes aspirations pour le futur? Comment est-ce que tu voudrais que tout ce côté ésotérico soit vu à l'avenir de façon plus mature et plus responsable? Pour moi, c'est un outil, je contemple, c'est un mot qu'on voit de plus en plus dans ces milieux-là aussi, d'empowerment. C'est un outil qui donne plus de pouvoir et de puissance. C'est pas un hasard si c'est d'abord les femmes qui viennent chercher ça, parce qu'elles sentent que par là, en passant par là, elles peuvent soit se reconstruire, soit se régénérer, s'émanciper d'autres systèmes. Pour moi, c'est vraiment qu'on ait un regard et qu'on considère ça comme à d'autres, comme j'ai du mal à le verbaliser parce que j'ai l'image et la sensation, mais comme une thérapie en fait. Et en passant par la médiumnité, dans la médiumnité, comme si on entrait dans un chemin, dans un pays en fait. Et ben on se dit ah waouh, je suis capable de ça, je suis capable d'apprendre la langue, je suis capable de, de me découvrir, de m'inventer, de me surprendre. Donc c'est un peu comme qu'on considère au même titre que d'autres formes de thérapie. Pas comme une pratique de perché ou du luperlu ou de fuite. Mais comme vraiment une pratique presque thérapeutique. De construction. Une pratique de construction, une pratique où on s'étonne en fait aussi. J'ai des dizaines d'exemples.
un jour, j'ai voulu, voilà, on s'est connecté, c'est l'exemple presque le plus frappant, c'est un jour, on s'est connecté à une personne qui est, comme on dit, de l'autre côté. Encore les mots, de l'autre côté, ça veut tout dire et rien dire. De l'autre côté de quoi? La porte, du plafond, du ciel, de l'autre côté du visible, en fait. Et il fallait se connecter à lui, qui était un de mes meilleurs amis. Et une des personnes me dit non, non, mais j'ai rien là, j'ai rien, j'ai rien. Je dis bah si, je vois bien que t'as quelque chose, tu caches ta feuille. Elle me dit non, j'ai rien, j'ai pas réussi. Je dis bah, t'as pas réussi à quoi? Elle me dit j'ai pas réussi à avoir plein de trucs. Je dis oui, mais t'as réussi à avoir quoi? Elle me dit juste un mot. Je dis bah fais-moi ce cadeau, c'est peut-être un mot. Et c'était le mot qui pouvait le mieux le décrire. Et c'était pas ami, parce que ça c'est à la rigueur, c'est simple. C'était pas garçon ou mort. C'était le mot limonade. Il n'y avait pas un mot qu'elle aurait pu, qui aurait pu mieux qualifier cet ami. Je ne vais pas décrire là parce que c'est personnel. Pour vous dire que c'est un mot qu'elle a eu, elle trouvait que c'était nul, et en fait c'était déjà énorme. Et c'était pas n'importe quel mot, c'était le mot limonade. Et si on était plus intelligent? Et si on mettait vraiment en action et au service cette intelligence-là? Ça, c'est une belle ambition déjà. La vision.